Pour moi, la quantique, c'est comme un bug que je ne comprends pas jusqu'à ce qu'on me l'explique. Heureusement, Damien est là ce soir pour nous l'expliquer. Merci. Donc, j'espère que vous avez tous ramené vos dés de 20, parce qu'on va faire beaucoup de probas. Je suis très heureux d'être là au DevQuest. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, parce qu'on est un peu en fin de conférence. Mais merci d'être là. Donc, partons en quête. Partons en quête du Saint Graal. Donc, pour me présenter, donc, quel est mon nom? Je m'appelle Damien Inquiète, donc je viens d'assez loin, surtout à vol d'hirondelle européenne, donc de Grenoble. Et donc, je travaille pour S2I, qui est une ESN qui est aussi implantée sur Nantes et Niort, dans le coin, où on fait de tout, notamment de l'embarqué. Donc, moi, je suis développeur Linux embarqué. Mais alors, ça ne doit pas parler à grand monde, mais en gros, je suis un peu le nécromancien des petites cartes. Donc, j'arrive à faire vivre les petites cartes électroniques et leur faire de l'application, un peu comme vous faites la plupart d'entre vous sur du cloud ou autre. Donc, quelle est notre quête? On va essayer de démystifier un peu le quantique et je vais essayer de vous montrer aussi que c'est déjà quelque chose qui est en prod, qui est déjà utilisable. Alors, pas pour tous les cas d'usage, hein, c'est pas l'IA qui va tout remplacer le développeur, c'est vraiment pour des cas spécifiques, mais où il y a vraiment une valeur ajoutée. Et on va parler un peu des menaces et des promesses rapidement, surtout en cyber. Et du coup, ça arrive à ma dernière slide. Voilà, on va passer les 20 minutes là-dessus, sur cette équation, essayer de comprendre. Je pense que c'est assez clair. Voilà, tout marche grâce à ça. Donc c'est la fonction d'onde. Mais en fait, on va rentrer vraiment plus dans les détails. Donc, 3 anneaux pour les droits des elfes, voilà, parce que les nains... On n'a pas assez de temps, on ne va pas leur donner d'anneaux. Donc on va être focus sur 3 grands points. Donc l'informatique quantique, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet de faire du quantique avec les ordis. Et on va parler de la cybersécurité, donc qu'est-ce qui arrive avec le quantique, quelles sont les menaces, et même des communications quantiques. Et donc on va laisser un peu tout le monde fascinant aussi du quantique sur les capteurs et les nouveaux matériaux, mais je n'ai pas le temps pour ça. Donc, malheureusement. Donc, à quoi ça ressemble un ordi quantique? Donc, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est ce qu'on voit à droite. Donc, c'est une sorte de grosse fontaine où on a différents niveaux de refroidissement. Parce que du coup, pour avoir des propriétés quantiques, il faut être proche du zéro absolu. Il faut être dans un environnement vachement isolé. Donc, on a notre fontaine. Le processeur quantique, donc, on a un exemple. Donc, ça, c'est celui que Microsoft a sorti avec les particules de Majorana. Assez récemment. Donc il arrive tout en bas, en fait, il est vraiment tout en bas. Donc le reste, c'est vraiment le refroidissement. Et il est isolé dans un silo, comme on voit un peu plus à droite, le silo blanc. Et il y a plein d'instruments de mesure pour vérifier les bonnes conditions. Et du coup, alors, comme il y a une bonne communauté JDR, j'ai fait l'équivalent. Donc on va essayer de voir la différence entre des CPU, donc un processeur classique, un GPU, qui est un processeur donc, graphique pour faire les jeux vidéo, Nvidia en font beaucoup, et un QPU, donc c'est les processeurs quantiques. Donc on a des bits dans les premiers, donc même des vecteurs de bits dans les GPU, et par contre on a ce qu'on appelle des qubits, donc c'est les équivalents quantiques des bits, et qui font du coup, avec la superposition, ils peuvent valoir à la fois 0 et 1, ce qui permet du coup si on a fait un équivalent JDR, vous avez un CPU, donc 8 ou 16 cœurs, en gros, vous avez 16 dés à lancer. Et vous allez pouvoir avoir les actions. Avec un GPU, c'est comme si vous aviez toute une valise de dés à lancer, donc 128 ou même plus, parce que vous pouvez faire une instruction et sur plusieurs datas et les mêmes traitements. Et en quantique, en fait, grâce au principe de superposition, on a un peu le trick de connaître le MJ, qui va nous donner la sortie du donjon, nous dire non, il ne faut pas que tu ailles à droite, il faut que tu ailles tout droit, parce que les aventuriers ne vont jamais tout droit, et malheureusement. Et du coup, on arrive en fait à hacker un peu le système, et on aura le meilleur résultat. Par contre, du coup, comme dans le JDR, il y a ce qu'on appelle les incidents fâcheux, donc des fois on a un taux d'erreur assez élevé, parce qu'on ne maîtrise pas encore totalement la technologie, et aussi intrinsèquement, le quantique est très probabiliste, donc il y a toujours de l'erreur, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Et du coup, il y a aussi la décohérence qui influe pas mal, donc c'est pour ça aussi qu'on isole,
parce que tout l'environnement extérieur, donc à la fois les perturbations thermiques, mais même les rayonnements, tout ce qui peut interagir, même 2 qubits entre eux peuvent se décohérer entre eux, décohérer le système. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont facteurs d'erreur. Donc c'est un peu le nerf de la guerre, c'est d'essayer d'avoir les qubits avec le moins de taux d'erreur, donc les plus fiables. Voilà. Et du coup, alors, on a parlé qu'on avait beaucoup de puissance, on a des autres pouvoirs, mais ça veut dire quoi en vrai? Pour certains problèmes, l'informatique classique ne marcherait pas en fait. On mettrait pour un problème simple, en apparence, on factorisait un nombre premier par exemple, on mettrait, sur les problèmes de base, on arrive à le gérer. Donc si on a 64 chiffres, on arrive à le faire assez rapidement, mais quand on dépasse les 320, ça commence, même 256, ça commence à être très compliqué parce qu'on dépasse l'âge de l'univers. Donc du coup, on est bloqué. On ne peut pas le faire en brute force, il faut faire des heuristiques, mais les heuristiques, du coup, c'est pareil, probabiliste, on n'est pas sûr d'avoir le meilleur résultat. Et donc, par contre, en QPU, comme on explore un peu tout à la fois des problèmes qui étaient exponentiels, en complexité exponentielle ou même factorielle, deviennent polynomiaux. Donc là, si on double le nombre de chiffres, on double juste le temps, mais ça explose pas, quoi. Et donc au niveau des technologies, en fait, on a deux et demi grands domaines. Donc il y a des quantum annihilers, donc c'est ceux-là qu'on va voir après qui sont vraiment en prod, qui font du pseudo-quantique, parce que du coup, c'est vraiment une puce dédiée à faire une tâche particulière, notamment de l'optimisation. Donc on a optimisé au maximum pour avoir un comportement à peu près comme le quantique, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on pourrait faire avec des processeurs finaux, complets. Et par contre, le vrai QPU, c'est comme l'équivalent du CPU. Ça, c'est encore en R&D. Et il y a 2 stratégies pour le moment. Donc, c'est soit avoir beaucoup de qubits, parce que du coup, avoir beaucoup de qubits, on arrive à faire de la correction d'erreurs de qubit à qubit, et du coup, on arrive à baisser le taux d'erreur comme ça. Donc, il faut en gros une dizaine de qubits pour réduire le taux d'erreur à un niveau acceptable sur un qubit. Et pour ça, il faut beaucoup de qubits, donc il faut la loi de Moore. Et ça, c'est la piste explorée par les fondeurs historiques, donc les Intel, les ST, pour parler français, donc qui s'associent avec Cobly, qui est une start-up grenobloise, que je connais pas mal. Et du coup, le but, c'est d'essayer d'aller rapidement à beaucoup de qubits pour réussir à avoir des résultats corrects. Et l'autre stratégie, c'est d'avoir des qubits plus qualitatifs. Donc là, pareil, il y a des startups comme Alice & Bob en France, et Microsoft et Google aussi, sur la puce qu'on a vue, et Google avec une autre puce un peu photonique, qui travaillent là-dessus, quoi. Mais ça, c'est encore de la R&D. Mais on va voir que même avec un ASIC, donc un processeur spécialisé, on arrive quand même à faire des choses très, très intéressantes. Et bien sûr, on peut mixer du quantique et du classique pour réussir à faire des problèmes, justement, compenser le manque de qubits par certaines variables en classique, et du coup pouvoir passer certains niveaux de problèmes. Donc là, c'est un peu pour vous montrer le panorama. Donc moi, j'ai parlé vraiment de la partie QPU, mais il y a vraiment plein de choses autour. Donc il faut de la cryogénie, bien sûr, il faut des utilisateurs, et il faut plein de choses intermédiaires que on ne connaît pas, et on voit aussi un peu toutes les différentes technologies qui sont explorées. Donc le silicone, ou la photonique, les ions piégés, voilà, plein de superconducteurs. Et donc ça ressemble à quoi un ordi en prod? Du coup là, c'est l'exemple de D-Wave, qui est le leader sur le marché. Donc là, c'est la version 1 qui était sortie en 2020. Donc on est revenu un peu au mainframe, hein. On est revenu à la base de l'informatique, mais voilà. Donc ça, on a 500 qubits dedans, et on peut faire, surtout, ce qui est important, c'est de faire des corrélations, ce qui permet de, quand on fait des algorithmes, dès qu'on a le résultat, on peut le corréler et enchaîner plus facilement. Donc on a un peu du multithreading. Et du coup, ils ont sorti une version 2 là, tout récemment, où il y a moins de qubits, mais ils sont plus qualitatifs, et on peut faire plus de corrélations. Donc sur les premiers essais qu'ils ont faits, ils sont 25 000 fois plus rapides que la version d'avant, et 5 fois plus précis sur les modèles de simulation. Notamment, ils simulent des molécules, ils simulent les effets de
donc les molécules en 3D, des choses comme ça. Et donc, D-Wave offre une offre SaaS. Donc avant, il y avait une offre où on pouvait tester le système et pour un peu apprendre dessus, mais maintenant ils sont assez matures, donc ils ont un peu verrouillé, comme d'autres, comme Amazon et autres. Donc maintenant, le prix d'entrée, c'est $500 de l'heure, ce qui est un peu plus cher que du AWS, mais on va voir du coup les avantages par rapport à ça. Et le on-premise, on peut acheter aussi une machine comme ça, mais bon, faut vraiment faire beaucoup de quantique pour le rentabiliser. Et les prix sont à 6 chiffres, voire plus, quoi. Donc l'exemple, je vais faire un peu le VRP de D-Wave. J'ai pas d'action chez eux, mais en gros, D-Wave, c'est des Canadiens, donc ils ont trouvé une autre entreprise canadienne qui fait de l'agroalimentaire et qui ont des magasins aussi. C'est un peu un Carrefour qui vend le Carrefour. Et du coup, eux, leur problème, ils ont un problème d'optimisation, c'est leur plus grande charge c'est la masse salariale, c'est bien optimiser qui va dans les magasins, comment font les livraisons. Et du coup, le problème prioritaire, c'est la planification du temps de travail. Et avant, donc sans quantique, ils passaient 19 à 28 heures à essayer de faire les plannings. Donc il y a des experts, plusieurs experts qui travaillaient là-dessus, donc de la logistique pour avoir le meilleur planning de livraison pour oublier personne et être sûr que il soit rentré au minimum de temps, quoi. Donc c'est un problème assez NP complet. C'est le fameux problème du travailleur de commerce, quoi. Comment passer un peu partout de la meilleure façon possible. Donc c'est un problème en n factoriel. Et du coup, avant, ils étaient un peu embêtés parce que ça leur prenait vachement de temps. Et avec D-Wave, du coup, ils ont eu quasiment 50% de bénéfices puisque les 50% de plans prévisionnels, ils les avaient assez rapidement. En rentrant, à force, avec l'algorithme, ils arrivaient... Donc avant, ils avaient des algorithmes dans le cloud, mais ça moulinait pendant une bonne journée pour avoir vraiment tous les plannings. Et du coup, ils mettaient, et ils attendaient et ils faisaient les corrections un peu à la dernière minute. Là, ils ont les résultats dans l'heure, en gros, tous les résultats dans l'heure. Ils peuvent refaire des simulations plusieurs fois par jour et faire les modifications à la volée. Donc, ils ont économisé énormément et avec une fiabilité assez importante. Donc, on a des collègues chez S2I qui travaillent là-dessus, donc notamment Florent Houbard, qui sont experts là-dedans, qui commencent à accompagner nos clients à faire cette migration. Donc, on n'a pas encore chez nous du D-Wave qui tourne, mais on commence à accompagner. Donc, il y a 2-3 slides qui m'ont gentiment prêté pour cette présentation. Et voilà. Donc là, on a parlé de la mise en prod d'une application, mais il y a d'autres choses avec le quantique. Donc, avec toute cette puissance, on peut aussi, j'ai parlé des factoriser les nombres premiers, on peut aussi craquer RSA. C'est théorisé depuis les années 70, donc l'algorithme de Shor, il date bien avant tout ça. Et en gros, comme RSA est basé sur la factorisation des nombres premiers et que c'est difficile à faire avec des ordi classiques, maintenant que ça commence à être facile, ça peut être possible avec des ordi quantiques, toute notre crypto, tous les HTTPS, tous les secrets qu'on partage, ils peuvent être déchiffrés. Alors, il y a eu un effet d'annonce aussi avec une équipe chinoise en octobre qui a dit « on a craqué RSA ». Mais sauf qu'ils ont craqué, en fait, ils ont fait un cas d'usage avec D-Wave, mais sur une clé de 22 bits. Donc 22 bits, ça fait 4 millions et quelques, quoi. Sauf que RSA, c'est 2048 bits. Et encore, il y a des 4096 qui traînent. Maintenant, on est pas mal passé à 496, donc la marche est encore haute, mais c'est polynomial, donc c'est juste 22 pour atteindre 2048, quoi. Donc, c'est pas encore le cas, mais on est déjà sous la menace, parce qu'il y a des petits malins, donc des États, même des hackers, qui commencent à récupérer tout ce qu'ils peuvent voir passer sur Internet, donc tout ce qui est chiffrant HTTPS qu'ils ne peuvent pas lire pour le moment, et qui savent que dans quelques temps, ils pourront avoir un ordi quantique assez puissant pour le déchiffrer. Donc ils font ce qu'on appelle du Store No Decipher Letter. Il y a aussi le Harvest No, donc là c'est carrément la moisson. On moissonne maintenant et on va déchiffrer plus tard. Et du coup, on pourra connaître les secrets de n'importe qui, même s'ils datent d'il y a 10 ans, on pourra des données importantes qui peuvent toujours servir. Donc comment on fait ? Il y a déjà des algorithmes qui sont sortis pour que même les ordi quantiques ne peuvent pas casser, quoi.
Donc, il y a toutes ces listes-là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Mais il y a déjà, du coup, les offres applicatives pour implémenter, au lieu de RSA, implémenter ces algorithmes. Donc, il y avait eu un concours du NIST pour certifier des algorithmes. Donc, du coup, j'en ai mis 3. Donc, le NIST donne des numéros FIPS, donc qui sont numérotés par ordre de qualification. Et donc, il y en a un qui pourrait remplacer AES, parce que du coup, il fait de l'encapsulation de clés. Donc, le ML, c'est pour le Lattice Base, module Lattice, et KEM, c'est Key Encapsulation. Et les autres, du coup, ce serait pour remplacer RSA et ECDSA, enfin, tous les algorithmes qu'on utilise pour faire de la clé asymétrique. Et voilà. Donc, faut regarder même OpenSSL OpenSSH et autres commencent à avoir des options. Donc, comme SSLv2 et SSLv3 et TLS 1.0, il faut penser à enlever ces vieux algorithmes qui sont du coup maintenant craquables ou craquables a posteriori et forcer ces options-là. Et pour aller encore plus loin, alors ça c'est une petite stack que j'ai rajoutée juste avant de venir parce que c'est tout récent. Il y a, pareil, des Chinois, mais ils sont très actifs sur le sujet, qui ont installé une fibre de 300 km où on a de la communication quantique. Donc là, même sur la fibre, même si on arrive, donc une fibre quand même avec un réseau, même si on arrive à faire du man in the middle, grâce aux propriétés quantiques, donc on connaît le chat de Schrödinger, si on ouvre la boîte, si on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Si on ouvre la boîte, là, on va voir son état. Du coup, en quantique, pareil. Donc là, si on envoie une donnée donc, sur la fibre, donc de la lumière, si quelqu'un la lit et la rebalance, comme on fait dans le Man in the Middle, on va voir qu'elle est plus quantique et que du coup, il ne pourra pas la remettre dans l'état quantique initial. Et du coup, on saura qu'il y a quelqu'un qui l'a lu. Donc on changera par où on passe, on prendra les mesures adéquates. Et il y a plein d'autres choses là-dessus. Et potentiellement, donc les promesses aussi qu'on peut avoir avec le quantique, c'est avec tout ce qui est intrication. Donc on peut lier deux particules ensemble et qu'elles aient les mêmes états. Donc si l'une est dans un état, l'autre aura le même état, même à des milliers de kilomètres de distance. Et potentiellement, ça, alors, il y a encore des spéculations, mais ça pourrait ouvrir aussi sur carrément des communications intraçables, enfin indétectables. Donc pour le militaire, ça s'intéresse vachement. Et du coup, parce que ça passe par... Il n'y a pas d'ondes qui sont émises, ça passe vraiment par un niveau quantique sous-jacent, qui est encore difficile à expliquer, mais qui pourrait donner des applications technologiques. Donc je crois que j'arrive à peu près Il reste 3 minutes. Donc je peux laisser la place aux questions. J'ai d'autres documents annexes aussi. Je pense que vous êtes à la fin des 2 jours de conférence un peu... Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Sinon, après, vous pouvez vous rapprocher de lui pour... Alors après, s'il n'y a pas de questions, j'ai des slides annexes. Justement, j'avais prévu le coup. Oui. Alors pour que je vous... pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça ressemble de programmer en quantique, alors il n'y a pas encore de langage générique. C'est chaque porteur de situation de solution qui pousse son langage. Donc il y a un peu une guerre de langage. Mais en gros, ça ressemble Q-Sharp, là, donc on voit un peu en haut à gauche. Donc c'est un peu une sorte de dérivé de C-Sharp, un mix un peu C-Sharp, Python, syntaxe haut niveau. Et du coup, on peut agir donc, sur des qubits. Alors, il y a plein déjà de bibliothèques pour faire des opérations, donc des Hadamard, et plein d'opérations d'algorithmes dessus. Et il y a aussi ce qui est poussé aussi par Google et IBM. Parce que du coup, on sait bien, vendre du matériel sans logiciel, on ne peut pas le vendre, donc il faut qu'il y ait toute la suite complète. Donc c'est aussi un des nerfs de la guerre. Et pour ceux qui se posent la question aussi, j'ai parlé de code de correction. Comment on fait pour
pour limiter le taux d'erreur, en fait, on peut faire des codes de correction. Donc, comme on le fait dans du matériel classique, on va rajouter des bits. Donc là, on va rajouter des qubits qui vont nous dire, qui vont être proches du qubit, donc physiquement, du qubit sur lequel on veut vraiment faire la data, et qui vont un peu être dans le même environnement. Donc s'il y a une perturbation sur celui-là, on va pouvoir la voir potentiellement sur l'autre. Et du coup, cela, on sait que, pareil, par des algorithmes, on arrivera à recomposer le vrai résultat grâce à ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est pareil, on n'a malheureusement pas trop de temps. Voilà, après... Et du coup, il y a des petits graphiques. Donc, l'état de l'art, pour le moment, il est à ce niveau-là. Et il faudrait qu'on soit ici pour RSA, tout là-haut. Donc, le nerf de la guerre, c'est de réussir à réduire les erreurs et à monter en qubit. Donc, il y en a qui font ce chemin-là. Et il y en a d'autres qui font l'autre chemin. Donc, après, on verra qui va gagner la guerre. Voilà, c'est tout pour moi.